La nuit du 9 au 10 février 2014 a marqué les esprits des habitants des quartiers du nord de la ville de Bujumbura. Une intense pluie s'est abattue sur cette partie de la ville. En quelques heures, les habitants ont vu déferler sur leurs maisons les flots d'une rare violence, emportant sous leur passage plus d'une soixantaine de victimes humaines, des infrastructures, des habitations, des arbres et de gigantesques pierres. Les scientifiques et les environnementalistes citent entre autres causes le déboisement des hautes terres qui jouxtent la plaine de Limbo. La ville de Bujumbura se trouve à une altitude plus basse, environ 778 mètres d'altitude, tandis que les hautes montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura se trouvent à peu près à plus de 1000 mètres. Vous comprendrez plus que l'eau qui part de l'amont vient avec une force, et pour dire que la topographie est l'une des facteurs qui favorisent l'écoulement par ruissellement de l'eau qui vient de l'amont. Après ce constat amer, l'on s'interroge sans doute sur l'état actuel de la mythique forêt de la Kibira, située à proximité de Bujumbura. Le professeur Laurent Naruga, un fervent défenseur de l'environnement et un ancien gestionnaire des espaces protégés, suit de près la situation de cette forêt depuis plusieurs années. Le parc national de la Kibira, c'est le château d'eau pour les deux bassins hydrologiques dans lesquels le Burundi se trouve. Ça veut dire le bassin du fleuve Congo. Ça veut dire que c'est un site qui doit absolument être protégé et respecté. Il y a encore bon nombre d'espèces animales, bon nombre d'espèces végétales qui sont aujourd'hui, à mon avis, qui relèvent du patrimoine mondial, qu'il faut protéger pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures. Il faut qu'ils sachent que la forêt de la Kibira a existé dans le temps, a donné ce qu'on appelle des services écosystémiques à toute la région, et que ces services écosystémiques doivent continuer et ne peuvent pas être stoppés juste à cause d'un manque de respect de ce qu'on appelle l'aire protégée. Créé le 12 décembre 1933 par l'ordonnance du Rwanda-Urundi numéro 83/bis/Agri, le parc de la Kibira était dès lors établi comme une réserve forestière de la crête Congo-Nil. À cette même période, un agronome belge du nom de Van Baar s'installa à proximité de cette forêt, sur la colline Busekera. Cet agronome y développe un élevage de petits bétail et la confection des tapis en sisal qu'il exportait vers la métropole. Plusieurs décennies plus tard, la forêt de la Kibira acquiert le statut du parc national. Il est institutionnalisé par le décret-loi numéro 1/6 du 3 mars 1980. Le parc national de la Kibira s'étend de Bugarama au sud jusqu'à la frontière avec le Rwanda au nord sur une longueur de plus de 80 km. Le parc de la Kibira se prolonge à l'intérieur du Rwanda au travers de la forêt Nyungwe. La Kibira occupe environ 40 000 hectares. C'est un parc de montagne qui présente une biodiversité unique. 664 types de végétaux sont rencontrés dans 8 types de formations végétales. On distingue plus de 98 espèces de mammifères. Parmi les 98 espèces de mammifères, il y a plus d'une dizaine d'espèces de primates, dont le chimpanzé est l'espèce emblématique du parc national de la Kibira. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans les sous-bois sombres, nous découvrons avec émerveillement la beauté des lieux. Cette forêt est composée de plusieurs étages, en partie en fonction de l'altitude. Les basses terres sont comprises entre 1100 et 1600 mètres d'altitude. On y observe ainsi une forêt claire, alors que sur les sommets des crêtes du Migwa et des hautes terres du Mugamba, à haute altitude,
à environ 2000 à 2700 mètres d'altitude, une forêt ombrophile de montagnes et des galeries submontagnardes. Certains arbres de cette forêt ont plus de 300 ans et atteignent parfois plus de 60 mètres de hauteur. Sur le sommet de la crête, à partir de 2400 mètres d'altitude, on y trouve une végétation xérophile semblable à celle de la savane tropicale. Cette forêt procure des avantages innombrables aux habitants de ses alentours. Malgré l'interdiction de cueillir les légumes sauvages et les médicaments traditionnels, les riverains ne peuvent pas s'empêcher d'y puiser quelques ressources quand même. Le parc national de la Kibira joue un rôle très important dans la protection de l'habitat. Par habitat, il faut entendre là où on peut trouver toutes ces différentes espèces végétales et animales qu'on ne peut plus trouver nulle part ailleurs que dans ce parc national de la Kibira. Mais aussi, il joue un rôle de régulateur du climat. La couverture végétale de cette forêt protège contre les catastrophes naturelles telles les inondations, l'érosion et éboulements de terrain. La Kibira est constituée par des collines plus belles les unes que les autres et qui s'enchaînent à l'infini. Presque dans chaque vallée coule une source d'eau. Celle-ci par exemple, il se trouve à environ 2400 mètres d'altitude. Dans ce parc, il n'est pas rare de voir de beaux endroits comme celui-ci. Cette cascade par exemple fait au moins 40 mètres de hauteur. La nature est vraiment exceptionnelle ici. La Kibira influence tout le système hydrologique du Burundi. La Kibira a une valeur inestimable pour le Burundi. C'est vraiment un joyau pour le peuple burundais. Comment? Parce que, comme vous le voyez, la Kibira reçoit des précipitations aux environs de 1500 mm. Et dans ces précipitations, 90% de ces précipitations s'infiltrent dans le sol. Et une grande partie va recharger la nappe phréatique. Et c'est cette nappe phréatique qui reçoit ces pluies, qui reçoit ces précipitations, et par la suite approvisionne ces rivières que vous voyez, qui prennent source dans la Kibira. Les cours d'eau qui prennent source sur le versant est, par exemple, drainent toute la partie est du pays. C'est par exemple la rivière Ruvubu, ce qui a donné le nom même à un autre parc qui l'arrose. Il s'agit du parc national de la Ruvubu. Ce parc est d'une valeur exceptionnelle de par sa grande faune et sa savane viable. La rivière Ruvubu fait plus de 300 km de long à l'est du pays avant de pénétrer en Tanzanie. Les scientifiques de par le monde affirment que cette rivière constitue l'affluent le plus méridional du bassin du Nil. Nous devrions être fiers que nous avons un certain pourcentage de notre territoire qui est dédié à la conservation de la nature. Mais cette fierté devrait aller de pair avec le sens de responsabilité, sentir qu'on doit garder ces aires protégées dans l'état où ils doivent être. Ça veut dire dans un état intact qui attire les touristes, qui attire le monde scientifique, le monde des personnes qui aiment la nature, qui va attirer nos enfants pour aller étudier la nature. C'est l'angle sous lequel je voudrais que nos populations voient l'ensemble des aires protégées, et plus particulièrement la Kibira, qui est le bastion de la nature, qui est le lieu que nous caractérisons de château d'eau du Burundi ensemble avec la petite forêt de la Kibira, la petite forêt de Mongué. Toutes ces forêts qui se trouvent sur la crête Congo-Nil sont des châteaux d'eau qui contribuent à gérer l'eau qui va dans les deux bassins hydrologiques, le fleuve Congo, le bassin du fleuve Congo et le bassin du fleuve Nil, et qu'il faut absolument protéger pour être sûr que le bilan hydrique
de notre région n'est pas perturbée. Sur le versant ouest de la forêt Kibira, d'autres rivières y prennent source, telles Kaburanwa, Manda, Muzazi, Gitenge et d'autres. Toutes ces rivières permettent au Burundi de produire des centaines de milliers de tonnes de riz par an grâce à la riziculture irriguée de la plaine. Nous, au niveau de la SRDI, on s'occupe uniquement de la riziculture irriguée. Au niveau des collines qui surplombent bien sûr la plaine, ils cultivent également du riz, mais qui dépend de l'eau, de l'eau de pluie. C'est ça ce qu'on appelle du riz pluvial. Avec les conditions climatiques qui changent du jour au jour, le riz pluvial va souffrir énormément par rapport à la riziculture irriguée. Car ici, on maîtrise un peu de l'eau, ce qui veut dire que nous donnons au riz une quantité suffisante pour la production. Ainsi, au niveau des collines, on peut se contenter d'une tonne ou une tonne et demie par hectare, tandis que même si nous sommes encore au niveau inférieur par rapport aux données d'ailleurs, ici au niveau de la plaine, nous avons 5 à 6 tonnes par hectare. En plus de la zone exploitée par la Société régionale de développement de Limbo, la SRDI, de vastes étendues appartenant à des particuliers sont consacrées à la riziculture. La baisse du niveau d'eau dans les rivières liée au cycle hydrique de la Kibira enregistrée ces dernières années pèse sur la survie de ces populations qui vivent presque exclusivement de la riziculture. Amazi arakena bakayagwanira no gutemana bagatemana bivanye kubwo bukene bwayo nyene kuko kuba make n'ubuhari bwose bumwe buca buja kwa nawumu mu misigati ubundi kabari bwo buca baca bajyanira ngaha. Yumva rero izogana cyane dikwegwa n'ikirere kibi kubera amazi yabaye make amasoko yarakamye. Yaragiye amazi yaragiye wabo kwe. Dans les 20 dernières années, les précipitations étaient bien réparties tout au long de l'année. Par rapport aux 5 dernières années qui ont enregistré des précipitations élevées, mais ces précipitations n'ont pas été bien réparties au cours de l'année. C'est ça ce que j'ai remarqué. Ce sont ces précipitations qui rechargent la nappe phréatique au niveau de la Kibira. Et ces précipitations, dans la Kibira, je l'ai dit, 90% des précipitations s'infiltrent dans le sol et va recharger la nappe phréatique, va remonter le niveau de la nappe phréatique, c'est-à-dire de ce réservoir d'eau de la Kibira. Et c'est à partir de cet réservoir que les rivières qui prennent source dans la Kibira sont alimentées. Dans les communes riveraines de la forêt de la Kibira, les populations reconnaissent la chance qu'ils ont d'avoir la forêt près de chez eux. Ils disent qu'ils ne connaissent pas de période de soudure, car il pleut toute l'année et que toutes les cultures y poussent. En 2004, à Bugarama, dans la partie sud du parc, l'association burundaise pour la protection de la nature y a planté des eucalyptus pour empêcher les administratifs et les paysans qui avaient défriché plusieurs dizaines de hectares pour s'en approprier. D'autres actions de défense de ce parc sont en cours, mais l'on dit malheureusement, de plus en plus, que la Kibira n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans. Dans le court temps, par exemple, si vous montez à Bugarama, vous verrez que la forêt ne touche plus le centre de négoce de Bugarama. Mais il y a 20 ans, la forêt était arrivée jusqu'à la route, mais aujourd'hui, la forêt a reculé. Et ça, c'est une tendance qui a commencé depuis longtemps et qui doit être stoppée parce que sinon, nous perdrons toute la forêt si elle continue à reculer. Donc, il y a des changements. Et quand la forêt recule, il y a bien sûr des espèces d'arbres, d'herbes, de plantes qui disparaissent. Et quand c'est une espèce qui n'existait qu'à cet endroit-là, dans toute la forêt, vous la perdez pour la forêt. La santé de ce joyeux, le parc national de la Kibira, n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante dans le sens où toujours on observe des va-et-vient.
on observe des pressions différentes de la population environnante. Elle n'est pas satisfaisante dans le sens où même le barrage de Guegura, il est à sec aujourd'hui. Cela montre à suffisance que la santé du parc n'est pas aussi rassurante. La baisse de l'eau au niveau du système hydrologique Kibira est liée directement à la déforestation. La gestion de l'eau devient régulière. Plus vous coupez cette forêt, l'eau va vous échapper. Et tout compte fait, vous aurez moins d'eau parce que quand la pluie va tomber, si jamais elle tombe, parce que la pluie tombe parce que vous avez en dessous ce système forestier. Mais si vous avez de la pluie qui tombe et qu'il n'y a pas de forêt, toute cette eau va partir le même jour, le même moment. Alors que si la pluie tombe et que vous avez la forêt, c'est comme une éponge. Quand vous mettez de l'eau dans une éponge, l'eau reste dans l'éponge et va partir doucement, régulièrement, de manière gérable. En visitant par exemple les installations du centre hydroélectrique de Guegura, l'on peut se rendre compte de la gravité de la situation. Ces 2 dernières années, la baisse du niveau des eaux dans le lac de retenue a pris une allure inquiétante. Les débits des rivières, le niveau d'eau dans les rivières qui prennent source dans la Kibira ne sont plus comme avant. Les débits diminuent de plus en plus. C'est-à-dire que le réservoir de la Kibira est en train de diminuer, de baisser. De plus en plus d'indices montrent que la santé de la forêt tend à empirer. Aujourd'hui, il est très difficile d'y voir les mammifères, les nombreuses espèces de primates et les différentes espèces d'oiseaux qui étaient pourtant abondantes il y a 2 décennies. Les grandes menaces que nous constatons ici, par exemple, on peut citer notamment les feux de brousse. Les feux de brousse sont des feux souvent accidentés qui arrivent pendant la saison sèche. Un feu peut embraser plusieurs hectares à la fois et causer une très grande sévérité par rapport à celui qui fait la collecte de bois. Notre menace, c'est leur paillage. Donc la recherche de l'or dans le parc est une réalité, surtout dans la province de Cibitoke, en particulier dans les communes de Bukinanyana et Mabayi, où les gens vont se rendre dans le parc et au niveau des rivières vont creuser pour chercher de l'or. Et là, ils ne peuvent pas vraiment s'empêcher de détruire ou de démolir, d'arracher des gros arbres qui vieux de plus d'une centaine. Et là, vous voyez, quand un arbre géant comme celui-là, il tombe sur son passage, tout ce qui va périr. La politique actuelle n'accorde pas une place de choix pour la protection de la Kibira. Parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup d'activités qui se font, même à l'intérieur de la Kibira. Vous voyez l'usine d'Oteza, l'usine de Boro. Hein? Ces projets détruisent la Kibira. Pour être plus honnête, il faut dire que ça relève de l'histoire. Vous savez, le concept de la conservation de la nature, il y avait déjà certaines activités qui se déroulaient de développement, telles que la plantation du thé. Le thé, c'était vers les années 60, je crois, 70. On a commencé à planter le thé et les gens ont pensé que la haute altitude était le lieu le mieux indiqué. Et ils se sont mis à couper des arbres de la forêt qui avaient un âge de plus de 100 ans, 200 ans, 300 ans, etc. Juste pour planter le thé. Ailleurs, on s'est imaginé qu'il faut avoir des champs d'expérimentation pour la pomme de terre, ainsi de suite. À mon avis,
c'est une aberration. Nous comprenons que pour le bien de la nation, il faut des projets de développement d'une certaine envergure qu'il faut implanter quelque part. Mais comme le Burundi, aujourd'hui, fait partie du concert mondial des États qui respectent l'environnement, qui a signé la Convention sur la diversité biologique et signé aussi d'autres conventions sur la conservation de la nature, nous pensons que de plus en plus, on devrait s'abstenir d'avoir des projets de développement à l'intérieur d'une aire protégée, surtout de la catégorie parc national. En plus des conséquences négatives des changements climatiques sur l'environnement, l'on voit que les services écosystémiques de la Kibira sont de plus en plus sollicités. En particulier, suite à la croissance démographique galopante dans tout le pays. Les efforts de protection et de conservation de ce joyau sont-ils à la taille du défi? Nous sommes maintenant en face de la construction d'un nouveau barrage sur l'Ampanda pour produire plus d'électricité. À mon avis, la solution aurait été plutôt de mieux gérer la forêt, d'agrandir la forêt, de la faire respecter, de reboiser là où il faut pour que le barrage de Guegura soit renfloué, soit exploité de manière optimale, plutôt que de couper des arbres à un autre endroit de la Kibira et un autre jour on va couper ailleurs. Et tout compte fait, nous sommes en train de réduire notre petite forêt, qu'il faut dire, elle est vraiment petite. Si rien n'est fait, vous verrez que dans les années à venir, s'il n'y a pas d'action appropriée, de protection, de préservation de la Kibira, ces précipitations n'auront pas le temps de s'infiltrer. Ils iront directement dans les bas-fonds. Et ce qui nous intéresse, c'est de recharger la nappe phréatique. C'est de continuer à maintenir le niveau du réservoir de la Kibira pour que ces rivières continuent à être approvisionnées en permanence tout au long de l'année. Il faudrait essayer de tout faire, maîtriser la population environnante. Il faudrait alors faire en sorte qu'il y ait des activités, par exemple de génératrices de revenus, pour la population environnante, pour essayer de montrer ce qu'il faudrait faire sans toutefois aller faire des dégâts dans le parc. Parallèlement, il faudrait monter des canaux de sensibilisation pour toutes les couches, pour préserver les ressources naturelles que nous disposons dans le parc national de la Kibira. Protéger la forêt de la Kibira pour que demain elle puisse garantir la durabilité de ces écosystèmes est un discours qui passe apparemment mal chez certains décideurs politiques. Pourtant, au vu des signes, demain risque d'être tard.